Bienvenue dans Éducation voyageuse, un podcast où l'on explore les réflexions et les questions qui marquent le parcours des professeurs de français langue étrangère et des ingénieurs pédagogiques. Je m'appelle Justine et ensemble, nous allons discuter de pédagogie, de langues étrangères et de voyage, mais aussi parler de nos métiers et des questions qu'on se pose au quotidien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Et oui, parce que je lance un podcast. Pour vous dire la vérité, ça fait un petit moment que j'y réfléchis, que j'ai envie d'un nouveau format, parce que sur la chaîne YouTube, voilà, je vous donne beaucoup d'infos, beaucoup de recherches, beaucoup de conseils, beaucoup d'apports, on va dire théoriques, pratiques, sur la pédagogie, les langues et un peu les voyages. Mais je voulais un format un petit peu plus intime où voilà, on peut avoir des réflexions, on peut lancer des sujets un petit peu plus personnels, réflexifs. Donc j'ai choisi le format du podcast et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à interagir avec moi, vous pouvez me suivre sur les réseaux aussi, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cet épisode. Et justement cet épisode, le premier sujet que je voulais aborder, c'est un peu un bilan. Et je voulais lancer le podcast avec ça, puisque ça fait 10 ans que j'ai donné mon premier cours de français langue étrangère. Et ouais, je me souviens encore, à 22 ans, arrivée à Sydney, complètement unaware of ce que ça voulait dire que d'être prof de français langue étrangère et débarquant à l'autre bout du monde. Et donc je voulais vous partager ça dans ce premier épisode, à savoir voici les 10 choses que j'ai apprises en 10 ans d'enseignement du français langue étrangère. Et je vais commencer avec ce qui me paraît être le plus important, parce que on dirait pas, mais franchement c'est la base. Ça a été de créer des programmes et de scénariser mes cours. En fait, le fait de pouvoir se dire, voilà, j'ai mes étudiants toutes ces semaines, admettons un semestre ou je ne sais combien de semaines ou une année. Voilà ce que je vais prévoir avec eux. Et ensuite, voilà pour chaque cours, ce que je prévois de faire. Et je l'écris gravé dans le marbre. En fait, ça permet d'être serein, ça permet d'être zen et ça permet d'être soi-même le jour J pendant les cours. Parce qu'en fait, on a tout cadré. On sait ce qu'on va faire. On sait qu'on peut répondre aux questions administratives, aux interrogations des étudiants. Et en fait, le jour J, on n'a plus qu'à s'occuper de l'animation. On n'a plus qu'à être vraiment dans l'écoute, vraiment dans le moment du cours. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Et quand je suis arrivée, je me souviens, mes premiers cours en Australie, où il a fallu que je crée un programme qui déjà n'était franchement pas de très bonne qualité. Ça améliore au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que j'ai fait des couacs. Je me souviens, j'avais eu un niveau A2 et en fait, à la fin du niveau A2, on m'avait dit suis le manuel. Sauf qu'en fait, le manuel, il est fait pour une certaine période de temps et on n'a pas forcément la même période de temps, nous, sur nos programmes ou sur nos semestres. Et du coup, je me souviens arriver à la fin du semestre et de me dire oh, on est en A2 et j'ai rien vu sur les courses faire son marché. Le niveau A2, c'est quand même les achats, les transitions mercantiles, c'est quand même un des sujets qu'on aborde. Et je l'avais pas fait. Et je me suis dit, ah ouais, là, franchement, il va falloir que je commence à revoir en amont ce que je fais. Donc ça a été vraiment une des choses que j'ai apprises. C'est ok, j'ai un cours à faire. Concrètement, la temporalité, elle va être comme ça. Il faut que je décide ce que je fais, au moins dans les grandes lignes. Et après, d'une semaine sur l'autre, si je les ai une fois par semaine, ou d'un cours sur l'autre, je scénarise mes cours, je fais mes lesson plans. Il y en a qui utilisent des fiches pédagogiques. Et voilà, c'est le truc qui m'a soulagée. En fait, développer cette compétence, ça m'a vraiment libérée en tant que prof pour vraiment incarner ce métier de prof. Ensuite, la deuxième chose que j'ai apprise, et je pense que c'est plus une compétence que j'ai développée, en fait, c'est plus humain. C'est pas quelque chose que j'ai appris à faire, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à être et qui m'a changée. En fait, c'est une compétence interculturelle, comme on peut le dire dans le monde de la didactique du FLE. Mais en gros, c'est le moment où tu comprends que tout ce que tu crois vrai est peut-être en fait culturel. Et que tu commences à te poser des questions sur est-ce que ce que je pense être meilleur est vraiment meilleur ou est-ce que c'est un système de pensée ? Et du coup, tu t'ouvres aux autres, tu t'éloignes de ce qu'on appelle l'ethnocentrisme
et tu deviens beaucoup plus indulgent par rapport aux autres et par rapport aux autres cultures. Moi, ce déclic, je l'ai eu toujours en Australie, dans le collège-lycée de filles où j'enseignais, où je devais expliquer la laïcité, le concept de la laïcité à une petite qui avait 12-13 ans, et elle était voilée, cette petite. Et elle me dit, je comprends pas pourquoi vous avez ce principe de laïcité, sachant que j'ai l'impression qu'en fait ça relègue juste l'histoire de religion à d'autres plans, ça repousse peut-être à l'entrée dans le monde du travail, bref, des discussions, des questions que je ne m'étais jamais posées. Et en fait, même si la laïcité, elle fait partie de ce qu'on est en tant que Français, je pense, et que je peux avoir une opinion personnelle qui fait que je ne changerai pas mon avis dessus, le questionnement était important. Le questionnement était intéressant et le questionnement m'a fait changer en tant que personne et en tant qu'enseignante. Et c'est vraiment ce truc où tu te dis, et je pense qu'il n'y a que en allant à l'étranger ou en côtoyant d'autres gens, en sortant de ta zone de confort, et en tant qu'enseignant c'est hyper important, que tu peux te dire, ah ouais, la personne en face de moi, elle n'a pas la même réalité que moi, mais est-ce que ça en fait une mauvaise personne? Est-ce que ça en fait une mauvaise réalité? La réponse, elle est parfois non. Souvent même non, je pense. Et du coup, c'est vraiment une remise en question de toi, de comment fonctionne le monde, des systèmes qui sont créés, et c'est hyper enrichissant. Et je pense que ça a été une des plus grandes leçons de ma vie. Voilà, donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai appris de marquant, mais sur le plan vraiment humain. Ensuite, j'ai appris des choses qui m'ont permis d'être une meilleure prof, entre guillemets. Par exemple, concrètement, je me suis farci le CECRL de A à Z, quoi, et son volume complémentaire, qui fait que ce qui est censé être notre Bible, maintenant, je le connais, je comprends la philosophie, je vous ai fait moult vidéos sur la perspective actionnelle, voilà. Ça me permet d'être assise maintenant dans ma posture d'enseignante, et de vouloir un petit peu me positionner aussi, quel type de cours je veux faire, à quoi je ressemble en tant que prof. Voilà, ça c'est vraiment le moment où vient un peu l'étape de confirmation en tant qu'enseignant. J'ai aussi appris à animer et à rendre des cours plus appréciables, plus motivants, plus intéressants, je pense, pour mes étudiants. Parce que je me souviens quand j'arrive en Alliance française à Sydney, on me donne un niveau, on me dit t'auras les B1 du mardi soir. Bon, alors moi les B1, je ne savais même pas de quoi me parler. Enfin, j'avais vaguement une idée puisque j'avais fait des langues, mais bon, j'avais pas du tout idée de ce que ça impliquait qu'ils devaient savoir, mes apprenants, ou comprendre, ou être capable d'eux à la fin du cours. Du coup, je commence à poser des questions et elle me dit, ah mais non, tu prends le manuel, tu suis le manuel et puis basta quoi, ton cours il est fait. Et donc, moi, innocemment, premier cours, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon manuel, je dis aux étudiants, voilà, on va commencer à la page. Et je termine le cours, 6 pieds sous terre, en me disant, mon Dieu, si je dois faire ça toute ma vie, répéter ça chaque année ou à chaque session de formation, je vais m'étrangler tellement c'est ennuyeux. Je ne veux pas être that boring teacher. Donc non, c'était inconcevable. Et du coup, comme à l'Alliance française, nous, le manuel était absolument imposé, eh bien, j'ai trouvé d'autres moyens. Je me suis intéressée à comment est-ce qu'on peut rendre des cours plus ludiques. Donc, je me suis intéressée à l'animation de classe. Je me suis intéressée aux jeux. Voilà. Mais sans en faire trop, tu vois, parce que il y a certains moments où je pense que j'en faisais trop. Je me souviens, à un moment, je voulais tester un petit peu la parole spontanée et la prise de parole spontanée. Donc, j'avais une balle que je lançais à mes étudiants. Sauf que je pense que j'avais un peu trop pris ce pli, et à un moment, il y a une étudiante, elle me dit « Non mais c'est bon, on a compris, là, la balle, c'est... Voilà, on va pas faire ça à chaque fois. » Du coup, il y a aussi cette notion de se diversifier dans les techniques d'animation de classe. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai bûché, c'est quelque chose que j'ai testé, comme je viens de vous le dire, j'ai un peu mordu la poussière par... Je ne sais pas si ça dit. J'ai un peu essuyé des échecs, j'ai pas tout maîtrisé, voilà. Mais maintenant, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même un panel, j'ai quand même une valise de choses que je peux faire et qui me permettent aussi de mieux gérer l'imprévu et de rendre un petit peu le cours plus intéressant, plus motivant, de recapter l'attention, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui correspond à ma personnalité parce que c'est le type de cours que je veux faire et que je veux donner à mes apprenants. Et ça, je l'ai appris sur le tas par moi-même et par l'essai et l'erreur, on va dire.
Voilà, donc ça, c'était 3 points, hein. J'ai théorique à maîtriser le CECRL. Du coup, j'ai commencé à exploiter la perspective actionnelle, hein, en créant des actions, des tâches pour mes apprenants. J'ai testé aussi ce qui fonctionnait pour répondre aux besoins de chaque groupe d'apprenants, puisque c'est assez personnalisé. Et j'ai aussi mis en place de l'animation de classe et je me suis intéressée aux jeux en classe de FLE. Après, j'ai aussi appris, et c'est un public qui m'intéresse de plus en plus, à adapter mes cours aux enfants. En fait, quand j'étais en Australie, j'ai donné aussi des cours dans les crèches, dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires. Les premiers cours ont été très 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 douloureux. Premièrement parce qu'on arrive avec une idée française, donc très culturelle, alors que l'éducation là-bas n'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas ce système hiérarchique vertical, c'est plus horizontal, on est plus indulgent avec les enfants. Et ensuite, parce que enseigner à des adultes ou à des ados, c'est pas du tout la même chose qu'enseigner à des enfants. Et ça a été difficile. Franchement, les premiers cours, je me disais, waouh, mais en fait, c'est la jungle dans ma classe. Ils apprennent rien. Moi, je fais la police. J'ai plus de voix à la fin des cours. C'est horrible. Et en fait, au bout de quelques cours, j'ai commencé à me renseigner. J'ai mis des trucs en place, des routines, j'ai revu mes objectifs à la baisse, j'ai créé des petits espaces dans la classe où ils avaient le droit d'aller. J'ai été plus indulgente. Au début, c'est vrai que je me disais, bon, il y a ceux qui courent partout, ceux qui crient, celui qui veut être collé à moi, celui qui pleure parce qu'il n'est plus avec sa maman. Et en fait, j'ai été plus indulgente, essayer de répondre aux besoins de justement ces enfants-là. Et c'est vrai que les enfants, c'est vraiment un public à part et j'adore. En plus, moi, j'ai été maman il n'y a pas longtemps, donc c'est vrai que c'est vraiment un public qui m'intéresse et j'en apprends tous les jours. Je trouve que les enfants, ils ont vraiment des leçons à nous donner sur la vie et sur nous-mêmes. Et moi, ça en a été une. C'est-à-dire, ok, j'ai un public qui n'est pas du tout réceptif, je ne sais pas comment faire puisqu'il est très spécifique et j'ai réussi à mettre des choses en place et j'ai été jusqu'à créer un programme avec l'Alliance française sur ce sujet-là, sur ce public-là. Après les enfants, il y a un autre type de cours auquel j'ai été confrontée et qui m'a beaucoup appris. C'est tout ce qui est enseignement à distance, enseignement en ligne, surtout en mode synchrone. C'est-à-dire qu'on a des groupes ou des étudiants seuls en face de nous en visio. Et franchement, je me souviens, quand je suis rentrée en France, je me suis mis à mon compte et j'ai travaillé avec des plateformes et j'avais des groupes en face de moi et j'avais du matériel préparé. Horrible parce que le matériel était de mauvaise qualité et qu'on n'avait aucune directive sur l'animation. Donc quand t'as jamais enseigné en ligne, franchement, c'est dur. Parce que t'as l'impression de devoir faire un show et que les étudiants sont là comme s'ils regardaient une série Netflix. Et c'est assez difficile. Quand t'as pas de technique, quand t'as pas d'expérience, en plus que t'as le retour en France dans les pattes, c'était vraiment pas facile. Et du matériel de mauvaise qualité. Et du coup, c'est vrai que cette expérience-là, puis après je suis partie au Brésil pendant mon stage de master FLE dans une école qui passait en 100% à distance. Et du coup, de pouvoir tester différents outils de visio, de pouvoir vraiment étudier la question, me renseigner aussi, faire l'état de l'art, la recherche, ce qui se disait, les bonnes pratiques et tester, d'expérimenter. Voilà, je pense que j'ai développé une expertise, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi mes deux métiers, de l'enseignement en ligne et que ça peut être agréable. Franchement, ça peut être agréable. J'ai des avis sur le présentiel, sur la place de l'humain, sur la place de certaines choses comme la gastronomie que tu peux pas forcément avoir de la même manière en enseignement en ligne, mais enseigner en ligne peut être agréable, peut être un apport pour tout le monde, mais il faut qu'il soit fait de manière intelligente. Et c'est vraiment ce que j'ai appris à faire. C'est à rendre des cours intéressant, motivant, adapté à ce mode d'enseignement. Et du coup, ça en découle un petit peu, enfin totalement même, mais j'ai aussi appris à créer des formations en ligne, des parcours de formation en ligne au Brésil, parce que c'est là où j'ai découvert Moodle pour la première fois. Toute mon expérience de mon stage de M2 en ingénierie pédagogique, mes expériences, ça va faire 6 ans là que je suis ingénieure pédagogique. Donc vraiment, voilà, me poser des questions en termes de pédagogie, en termes d'outils. Et après, là même,
Je me forme pour peut-être monter un jour ma formation à moi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Je fais pas de newsletter, elle est sur mon site internet. Il y a un onglet en haut à droite. Je fais pas de newsletter, mais le jour où je lance ma formation ou des offres exclusives pour vous, si vous me suivez depuis longtemps, il y aura des avantages pour vous. Vous serez les premiers à le savoir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Donc là, voilà, j'ai appris à créer cette formation en ligne, les modules, à réfléchir, à accompagner des enseignants aussi dans la conception, la création et la gestion de projets digitaux, comme on dit. Et ça a été hyper intéressant. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Je voulais passer au point suivant, qui est un peu un point, pas idéologique, mais où il faut se positionner. En fait, en master, je me souviens, j'avais une prof, enseignante-chercheur, spécialisée en didactique du plurilinguisme. Et du coup, j'ai découvert beaucoup de choses, des initiatives européennes aussi, qui m'ont beaucoup intéressée. Parce que moi, voilà, je viens d'une famille multiculturelle, j'ai un background espagnol, j'ai vécu à l'étranger, je me suis toujours intéressée aux langues, mon père, il a vécu à l'étranger. Voilà. Donc, je suis vraiment fascinée par les cultures depuis très longtemps. Mon premier M1, il était en interculturalité. Et j'ai découvert la didactique du plurilinguisme. Et je me souviens déjà que quand j'avais enseigné en Alliance française, on m'avait dit « Ok, par contre, on a une règle à l'Alliance française, c'est qu'on parle aucune autre langue que le français. » Et ça, moi, j'étais pas trop d'accord. Je suis toujours pas d'accord d'ailleurs. Le français, la classe de français doit être l'endroit où on pratique le français, où le français est à l'honneur. Mais les autres langues ne doivent pas être bannies, parce que dans la réalité, dans notre tête, elles ne le sont pas, dans le monde, elles ne le sont pas. Il y a des liens, des juxtapositions, des transferts qui se font et qui doivent être explicités par moment. Je ne dis pas qu'un cours de français doit devenir un cours en anglais à propos du français, par exemple, si on est en milieu anglophone. Pas du tout. Mais qu'en tout cas, on ne doit pas nier l'existence de ces langues. Et du coup, j'ai adoré la didactique du plurilinguisme pour ça. Et j'ai appris, vraiment, je me suis en fait autorisée, parce que c'est ma vision, maintenant je me positionne comme ça, que je peux faire des liens avec les langues des apprenants, que je peux les inviter à faire des langues avec lesquelles ils parlent, leur dire qu'ils partent pas de rien, d'accord ? Ils sont pas des vases vides, et ça sera pas aussi difficile qu'ils le pensent, parce qu'il y a souvent des représentations sur ça. Et je me souviens, j'avais adoré au Brésil, pendant mon stage, on m'avait autorisé à faire des ateliers d'intercompréhension avec le personnel brésilien qui travaille dans un milieu lusophone mais aussi francophone, puisque la majorité du personnel était français, et qui du coup avaient juste besoin quand même de comprendre le français. Ils pouvaient s'exprimer en portugais parce que tout le monde les comprenait, mais ils avaient besoin de comprendre un peu le français pour pas être mis à l'écart. Et du coup, j'avais développé des ateliers d'intercompréhension, donc à partir des langues romaines, des autres langues romaines, comment est-ce qu'ils pouvaient s'appuyer sur tout ça pour comprendre, et aussi un petit peu sur le portugais. Donc là, on n'est plus vraiment dans l'intercompréhension, mais les liens qu'ils pouvaient faire aussi entre le portugais et le français pour comprendre. Et ils avaient adoré, parce que ça leur avait redonné confiance, ça avait été assez rapide, au final, en quelques mois, ils arrivaient à lire des textes, des documents de travail, ils arrivaient à comprendre au moins les sujets des réunions, enfin vraiment c'était efficace, ils avaient adoré, et moi ça m'avait beaucoup intéressé, tous ces liens entre les langues, toutes ces représentations négatives qui se lèvent aussi, et ça avait été vraiment quelque chose qui a changé un peu ma façon d'enseigner, ma façon de me positionner dans l'enseignement du français langue étrangère. Voilà. Et pour finir, après 10 ans d'enseignement, ça a été aussi le fait que l'ingénierie pédagogique est venue nourrir, donc mon premier métier, enfin mon deuxième métier chronologique, est venu nourrir mon enseignement, et que mon enseignement du FLE, puisque je fais toujours les deux en parallèle, est venu nourrir mon métier d'ingénieur pédagogique. Ce lien, en fait, entre le formateur, ingénieur pédagogique, le chercheur, parce qu'on doit faire de la veille, ingénieur pédagogique, le concepteur de modules et l'enseignant.
Et ça a été vraiment deux champs, deux métiers qui se complètent à merveille et j'adore avoir les deux pans. Et j'ai fait ma route puisque j'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné dans la plus grande école d'ingénieurs de France. Et là, je suis dans l'université la plus connue dans le monde en France. Donc j'ai vraiment un parcours dont je suis fière, hein, on peut le dire comme ça, mais qui aussi me nourrit, me passionne et me comble. Au final, ces deux métiers me comblent parfaitement. Donc c'est 10 ans d'enseignement du français langue étrangère, pour essayer de vous faire une petite conclusion après ces 20 minutes de parlotte. C'est vraiment des leçons de vie, des leçons intellectuelles, puisque j'ai appris énormément de choses. C'est beaucoup d'erreurs. Hein. Il ne faut pas négliger l'erreur. On néglige beaucoup l'erreur, on le voit mal en général, mais c'est beaucoup d'erreurs pour apprendre. Et pour se former dans la pratique, dans l'humain, et se positionner dans les représentations, bien sûr, mais se positionner aussi et savoir où on veut aller et à quoi on veut ressembler. Donc forger aussi des valeurs quelque part. Voilà. Donc ça, c'était le premier épisode du podcast. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.